Buenos días. Je vais m'exprimer en français. Je suis très heureux d'être en Espagne aujourd'hui et d'avoir été sélectionné pour recevoir le prix de la Fondation Asturias pour la recherche scientifique et technique. Je suis aussi très heureux que c'est la première fois que ce prix a été attribué aux mathématiques. Et je suis enfin très heureux de pouvoir le partager avec Yves Meyer, Ingrid Daubechies et Terence Tao, qui sont des gens que j'admire beaucoup. Muchas gracias. Abrimos ahora el turno de preguntas. Sí, el comercio. Marifé. Marifé, por favor, tienes que quitar el silencio. Perdona, que se lo había quitado. Perdón. Me gustaría preguntarle, yo sé que el señor Candes ahora está trabajando en investigaciones que no son muy parecidas a las que ha recibido la que le dan el galardón, que tiene que ver con el análisis de los datos. Me gustaría que me dijera de qué manera esos trabajos que ellos están haciendo ahora nos pueden cambiar la vida en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que nos pueden aportar? Y luego quería hacerle otra pregunta, y aprovecho la conexión, que no tiene nada que ver ni con la ciencia ni con el premio, que es que, bueno, él es europeo, vive en Estados Unidos. Me gustaría que me contara cómo vive él toda la situación política de Estados Unidos en estos días previos de las elecciones, todo lo que está pasando, todo el show de Trump, cómo lo está viviendo. La question la plus simple sera la première, je crois, qui concerne mes travaux de recherche. Il est tout à fait vrai que mon agenda de recherche a changé ces dernières années. Et en fait, je voudrais dire un peu ici que l'avantage quand on travaille dans les mathématiques appliquées et les statistiques, c'est que ce sont des domaines qui permettent de changer un peu le sujet sur lesquels on travaille assez rapidement, puisque finalement, une des qualités des mathématiques et du raisonnement quantitatif, c'est qu'il peut être appliqué à beaucoup de choses différentes. Alors effectivement, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me pose des questions sur, comme vous le savez, l'intelligence artificielle est utilisée de plus en plus pour aider à la décision. Par exemple, aux États-Unis, on l'utilise de plus en plus dans des situations extrêmement critiques, qui sont de savoir, par exemple, si un condamné peut être ce qu'on appelle en anglais parole, c'est-à-dire libéré de prison de manière conditionnelle, ou put on bail, ça veut dire qu'en attendant le procès, on puisse jouir d'une certaine liberté. Et pour aider les juges à cette décision, aujourd'hui, il y a des algorithmes qui essayent de prédire si, quand on libère un condamné, ou quelqu'un qui attend son procès, est-ce qu'il y a une chance que cette personne va commettre un autre crime? Et évidemment, quand on utilise des algorithmes de cette manière, il faut faire extrêmement attention qu'ils ne soient pas biaisés contre certains groupes de la population. Et une énorme partie de mon travail aujourd'hui consiste à essayer de trouver des algorithmes, analyser les données sur des personnes sur lesquelles on a des informations, de telle manière à ce que les prédictions de l'algorithme ne soient pas biaisées contre certains groupes. Et ça devient extrêmement important aujourd'hui, parce que de plus en plus, on va utiliser ces algorithmes pour faire des décisions, pour aider à la décision dans des contextes qui vont affecter vos vies. Par exemple, si vous allez recevoir un prêt bancaire, si oui ou non on va vous libérer de manière conditionnelle, peut-être quelle université vous allez aller. Il est très très important que ces algorithmes ne soient pas biaisés, et une énorme partie de mon travail porte là-dessus en ce moment. Maintenant, en ce qui concerne votre deuxième question, il est vrai que les États-Unis sont dans une période assez critique. Il y a beaucoup d'enjeux en ce moment aux États-Unis. Comme vous le savez, on est dans une période électorale. D'ailleurs, les gens ont déjà commencé à voter. 7 millions d'Américains ont déjà voté. On verra ce qui se passe le 3 novembre, le soir de l'élection. Mais j'ai peur que je n'ai pas grand-chose à dire sur ce sujet qui puisse intéresser votre audience. Nos llega a través del chat una pregunta de María Fuello de la agencia EFE. Dice, ¿qué importancia tienen las matemáticas en el estudio e investigación de pandemias como la actual de coronavirus?
Elle est très importante puisque finalement, les modèles qu'on a pour modéliser la propagation du virus sont des modèles très mathématiques à la base. Donc si vous regardez par exemple au début de la pandémie, ce que vous pouviez voir dans la presse étaient des courbes de projection sur la propagation du virus. Et vous avez tous vu, j'imagine, au départ, ces courbes exponentielles de progression qui, en fait, viennent de modèles mathématiques. Alors, ces modèles sont plus ou moins fiables. Évidemment, il y a énormément d'incertitudes sur le virus lui-même, sur ce qu'on ne sait pas. Mais je dirais qu'il y a une part de modélisation en mathématiques qui est très importante dans ce qu'on appelle en anglais le forecasting, la prédiction de la propagation du virus. Il est très clair que pour que les mathématiques et les statistiques en particulier puissent aider les chercheurs et les autorités publiques sur comment combattre le virus, il est important d'avoir des données de très grande qualité. Et c'est pour ça qu'il est très important que les pays s'unissent, essayent de collecter les données de la plus grande qualité possible et puissent les partager pour que tout le monde puisse les étudier et comprendre le phénomène de mieux en mieux. Donc je vais insister énormément sur, évidemment, pour pouvoir avoir des prédictions de qualité, il faut des données de qualité, et ça c'est quelque chose de très important, et il faut une énorme discipline pour pouvoir collecter les données de manière efficace et de pouvoir les partager ensuite. Enfin, un peu lié aux travaux qui ont donné lieu à ce prix, il y a des manières, par exemple, d'utiliser les mathématiques pour peut-être rendre les tests de manière plus efficace. Par exemple, on sait que les tests peuvent être assez coûteux, mais évidemment, avec des techniques mathématiques, on peut réduire le nombre de tests, c'est-à-dire qu'en mettant les gens alors je vais utiliser un terme anglais encore et je m'en excuse, en pool les échantillons ensemble, on peut tester plusieurs personnes à la fois. Et ça peut être une manière très efficace d'utiliser un nombre de tests plus petits et en même temps de surveiller une population plus grande. Et c'est très efficace, et en particulier quand le taux de prévalence de la maladie n'est pas trop élevé. C'est-à-dire que quand vous mettez, mettons, 10 personnes ensemble et que la chance qu'il y en ait un qui soit infecté est assez faible, vous comprenez bien que si on en met 10 ensemble et qu'on a un test négatif, tout d'un coup, on peut certifier que tout le monde est négatif. Et ça peut avoir des conséquences importantes sur notre capacité à tester de plus en plus de gens qui, je crois, évidemment, est la clé aujourd'hui. Había solicitado Elena de la Nueva España hacer una pregunta. Elena, tienes que quitar el micro. Sí. ¿Ya está? ¿Me oís? Sí. Ahora sí, ¿eh? Hola, buenos días. Soy Elena Fernández Pello de la Nueva España. Yo le quería preguntar al señor Candés, primero, si hay alguna explicación matemática para la gran disparidad de datos entre unos países y otros durante esta pandemia, con situaciones, restricciones que parece que no explican esa diferencia entre países como España, Francia, Italia. Eso por una parte. Supongo que tiene que ver con la recogida de datos, algo a lo que él ha hecho alusión ahora. Y también le quería preguntar, ya que ha hecho mención a sus trabajos sobre la inteligencia artificial, ¿cómo cree que pueden llegar a transformar el mundo en un periodo de 10, 20 años? Y si hay que tomar medidas también para evitar la perversión que puede suponer en los sistemas, ¿no? Sus efectos nocivos. Solo eso. Muchas gracias. Gracias. Oui, alors la première question sur le fait que les gouvernements réagissent de manière différente face aux données. Je pense que, en fait, le travail d'un statisticien est de pouvoir présenter aux gens qui prennent des décisions, aux autorités publiques, les faits scientifiques les plus clairs possibles. Et ensuite, les autorités publiques prendront les décisions
qui leur semble juste. Et ce qu'on voit en ce moment dans le monde, évidemment, c'est que les autorités publiques évaluent les risques de manière différente. Alors ça peut être lié à plusieurs choses différentes. Ça peut être lié au fait que les données ne sont pas exactement les mêmes dans les différents pays, mais ça peut aussi être lié au fait que les décideurs de santé publique et les gens qui nous gouvernent évaluent le risque de manière différente. Et évidemment, les risques, et vous les connaissez tous, les risques de fermer la société pour des périodes très prolongées sont très très importants. Et évidemment, les gens sont hésitants devant de telles mesures. Donc, il y a deux parties. Il y a les données sur lesquelles on a accès, qui vont évidemment informer les décisions. Et deuxièmement, la lecture du risque par les autorités publiques, qui, je comprends, puissent varier d'un pays à l'autre. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, oui, il est évident que, on voit bien déjà qu'elle est en train de changer nos vies. J'imagine que vous êtes au courant que, par exemple, il y a énormément de recherches en ce moment dans des laboratoires privés sur, et il y en a déjà qui sont en prototype d'ailleurs, sur la possibilité de conduire des voitures ou des camions de manière plus ou moins automatisée. C'est un défi qui n'a pas été complètement relevé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas de véhicule qui peut se déplacer de manière complètement automatique sans conducteur, et ça prendra sûrement du temps avant qu'on y arrive. Mais une chose est absolument certaine, c'est que on est capable peut-être de conduire un véhicule 80-90% du temps. Et ça, évidemment, ça va avoir des conséquences très très importantes. Par exemple, si vous pensez à tout le trafic routier aux États-Unis qui est très très important, puisqu'on déplace les produits d'un endroit du pays à l'autre sur des très très grandes distances, eh bien de pouvoir imaginer que 80, 90 ou même peut-être plus de ce trafic peut être complètement automatisé, va évidemment changer les emplois aux États-Unis, puisque l'industrie du transport aux États-Unis emploie énormément de monde et que tout d'un coup, il va falloir que énormément de gens qui dépendaient du transport routier pour gagner leur vie, peut-être se transforment et apprennent un nouveau métier. Et donc ce qu'on va voir dans les années à venir, c'est ce qu'on va voir que l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup de métiers. Et donc il va falloir être capable, de manière sociétale, de pouvoir offrir aux gens dont le métier aura été remplacé ou partiellement remplacé de nouvelles opportunités. Et ça, je crois que ça va être un challenge pour la société et toutes les sociétés modernes très très important dans les années qui viennent. J'ai donné l'exemple du transport routier, mais je pourrais donner l'exemple par exemple de gens qui surveillent les immeubles, les infrastructures pendant la nuit. Évidemment, on peut bien sûr penser que tout ça va être automatisé de manière très rapide. Et donc, encore une fois, retrouver des emplois pour des gens dont peut-être la profession aura été partiellement automatisée va être un énorme défi pour les sociétés à venir. Je finirais juste par une statistique que j'ai entendue du gouverneur de Californie, le gouverneur Newsom, qui disait qu'aux États-Unis, il y a 3 millions de gens qui travaillent à la caisse des magasins. Et j'imagine qu'en Espagne, comme aux États-Unis, on voit de plus en plus qu'on peut quasiment sortir d'un magasin avec ses achats sans passer par la caisse. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'il va advenir de ces 3 millions de personnes ? Et donc je crois que quand on développe ces outils d'intelligence artificielle qui vont automatiser certaines professions, il faut qu'on fasse très très attention à ce qui va se passer pour les gens qui justement exerçaient ces professions et qu'on n'aille pas trop vite pour qu'on puisse offrir des opportunités de rechange à ces personnes. Muchas gracias. Nos llega una pregunta de Arturo Tellez, de Onda Cero Asturias. Dice, ¿hasta qué punto las dificultades en los colegios por la pandemia van a condicionar a las jóvenes generaciones en su formación matemática si esta crisis se prolonga?
On a effectivement... La première chose que je voudrais dire, c'est que, d'une certaine manière, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, par exemple le fait que je puisse avoir cette conférence avec vous de manière remote, de manière télématique, finalement nous donne beaucoup d'outils pour pouvoir continuer la transmission du savoir malgré le fait que nous soyons physiquement distancés. Et donc, je dirais qu'un peu la chance que les enseignants ont et que les enfants ont et que les étudiants ont pendant cette pandémie, c'est qu'ils ne sont pas coupés de leurs études, ils ne sont pas coupés de l'accès aux professeurs, ils ne sont pas coupés de l'accès à la connaissance parce qu'on a toutes ces technologies nouvelles qui nous permettent de communiquer de manière assez efficace en fait. Alors, je dirais que la première question est, oui, ça va avoir des conséquences, mais de toute façon, les étudiants ont aujourd'hui accès au savoir, ont accès à Internet et ont accès à tellement de ressources pour pouvoir continuer d'apprendre que l'impact risque d'être assez limité finalement. Ceci dit, et ça c'est évidemment, je vais parler de mon expérience personnelle, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que rien ne remplace les interactions personnelles entre les gens. Moi-même, j'ai bénéficié d'interactions personnelles avec mon directeur de thèse, David Dono, avec un des lauréats, par exemple Yves Meyer, assez jeune dans mes études, et que ces interactions ont eu un effet énorme sur mon développement scientifique. Et donc, évidemment, oui, on peut s'inquiéter du fait que si les étudiants perdent accès à une immédiateté avec leurs professeurs, à une relation où on peut se voir en personne, on peut avoir des discussions un peu impromptues sur des sujets très variés, oui, quelque chose sera perdu. Mais encore une fois, on a la chance aujourd'hui d'être dans un monde où finalement on peut réussir à transmettre ce qu'on sait de manière télématique, de manière distanciée. Et donc j'espère que les effets, au moins sur la transmission des connaissances, seront pas aussi dramatiques que ce qu'ils auraient pu être si cette pandémie avait eu lieu il y a 20 ans, par exemple.